technique de conviction de Mitterrand. Il me racontait comment, allant visiter les curés de la... Personne ne s'y attendait. Un matin d'octobre 2007, les couloirs feutrés de l'Élysée se sont figés dans un silence glaçant. Cécilia Sarkozy venait de quitter le palais présidentiel, seule, dans une berline grise sans plaque officielle. Aucun mot, aucun regard en arrière. Derrière les rideaux tirés, un homme restait debout, immobile, face à la fenêtre. Nicolas Sarkozy, président de la République française, soudainement seul au sommet. Ce jour-là, la France découvrait un événement sans précédent, le divorce d'un chef d'État en exercice. Mais 16 ans plus tard, une autre voix vient briser le silence, celle de Roselyne Bachelot. Dans son livre 682 jours, publié en 2023, l'ancienne ministre de la Culture révèle ce qu'elle a vu, ce qu'elle a ressenti et ce que personne n'avait jamais osé raconter. Les fissures intimes du pouvoir, les regards fuyants, les dîners sans un mot, la lente désagrégation d'un couple piégé sous les projecteurs. Sa plume tranche comme une lame. Ce n'était pas un drame conjugal ordinaire, mais le cri silencieux de deux êtres dévorés par l'image publique. Et au cœur de cette confession, une défense inattendue. Roselyne Bachelot prend fait et cause pour Nicolas Sarkozy, répondant indirectement aux critiques de Cécilia Attias, son ex-épouse, qui avait décrit leur mariage comme une prison dorée. Une phrase qui avait marqué l'opinion, ravivant les blessures d'un passé que beaucoup croyaient clos. Ce duel de récits, entre deux femmes qui ont connu les coulisses du pouvoir, fascine et dérange. L'une parle d'étouffement et de survie, l'autre évoque la solitude d'un homme broyé par sa fonction. Entre les deux, un pays tout entier se souvient du jour où l'amour et la politique se sont affrontés dans le plus grand des secrets. Et si, derrière les murs dorés de l'Élysée, se cachait l'une des tragédies les plus humaines du pouvoir français. Ce matin-là, tout semblait réglé au millimètre près, comme toujours à l'Élysée. Les pas des huissiers résonnaient sur le marbre. Les conseillers circulaient en silence, les caméras restèrent à distance. Mais quelque chose clochait. Un vide étrange flottait dans l'air, un frisson que personne n'osait nommer. Dans l'aile privée, une porte venait de se refermer doucement, presque religieusement. Cécilia était partie, sans éclat, sans cri, sans adieu. Et dans ce calme surnaturel, un homme de pouvoir, celui qui n'avait jamais fléchi devant un adversaire politique, restait pétrifié. Nicolas Sarkozy, président hyperactif, battant de tous les records de communication, venait de subir la seule défaite qu'aucun discours ne pouvait effacer, celle du cœur. Roselyne Bachelot, alors ministre de la Culture, se souvient de cet instant suspendu. Avertie par un collaborateur, elle franchit le seuil du bureau présidentiel. La lumière était crue, presque blanche. Le président se tenait debout, immobile, les mains crispées sur le dossier d'une chaise. Il fixait la cour intérieure, sans un mot. « Ce n'était plus le chef de l'État que je voyais », écrira-t-elle, mais un homme abandonné. Cette image, elle ne l'a jamais oubliée. Quelques heures plus tard, un communiqué froid, 3 lignes seulement, annonçait la rupture. Aucune photo, aucun mot de compassion. La nouvelle tomba à 11h45. Le président de la République et son épouse Cécilia font savoir qu'ils ont divorcé par consentement mutuel. La France retint son souffle. Jamais, dans l'histoire de la V-République, un président n'avait divorcé en pleine fonction. Dans les rédactions, les téléphones sonnaient sans relâche. Les journalistes parlaient à voix basse, comme s'ils venaient de pénétrer dans un secret d'État. À l'Assemblée nationale, certains députés murmuraient « Peut-il encore gouverner ?»
L'opposition ironisait, les chroniqueurs disséquaient la vie intime du pouvoir. Et pendant que les débats s'enflammaient, Cecilia s'envolait discrètement pour New York. Mais ce que le public ignorait encore, c'est que cette séparation n'avait rien d'un coup de tonnerre soudain. Elle était le résultat d'une lente implosion, observée à distance par Roselyne Bachelot, témoin privilégié d'un naufrage annoncé. Dans son livre « 682 jours », elle raconte les premiers signes de la fracture. Les dîners officiels, où Nicolas et Cecilia évitaient soigneusement leurs regards. Les réceptions où un silence pesant remplaçait les sourires d'apparat, les déplacements où chacun semblait jouer un rôle qu'il ne supportait plus. Un soir, à Orange, lors d'une représentation de Verdi, la scène fut presque surréaliste. Tandis que la musique s'élevait, Sarkozy jetait des coups d'œil répétés à sa montre, soupirait, incapable de se laisser emporter par la beauté du moment. À quelques rangées de là, Cecilia restait droite, le visage fermé. Pour Roselyne Bachelot, ce fut le symbole d'un fossé irréversible. Elle rêvait d'évasion et de culture, lui était prisonnier d'une fonction qui le dépassait. Les semaines suivantes, le climat au palais devint irrespirable. Chaque apparition publique du couple ressemblait à une mise en scène douloureuse. Les conseillers chuchotaient, les journalistes spéculaient, mais personne n'osait poser la question. Puis, un matin, Cecilia disparut plusieurs jours sans prévenir. L'Élysée parla d'un déplacement privé, mais à l'intérieur, tout le monde savait, la rupture était proche. Roselyne Bachelot se rappelle encore d'une réunion du Conseil où le président, d'ordinaire volubile, resta muet, le regard perdu. Il semblait ailleurs, écrit-elle, comme si son esprit s'était détaché de la pièce. C'était la veille du drame, la veille de ce matin d'octobre où tout allait s'effondrer. Quand le communiqué fut publié, le choc dépassa les frontières. Les télévisions du monde entier diffusaient la nouvelle. Le président français divorce. Certains y virent une preuve de modernité, d'autres un signe de fragilité. Mais dans le huis clos du pouvoir, l'émotion était brute, presque insoutenable. Roselyne Bachelot l'a dit plus tard, « Ce jour-là, la République a découvert qu'un président pouvait saigner. » Et pourtant, le plus troublant n'était pas la rupture elle-même, mais ce qu'elle révélait, la solitude absolue du pouvoir. Le soir même, tandis que Paris bruissait de rumeurs, Nicolas Sarkozy poursuivait son agenda comme si de rien n'était. Devant les caméras, il souriait, serrait des mains, annonçait de nouvelles réformes. Mais derrière les portes closes, un vide immense s'était creusé. Bachelot décrit un président fatigué, nerveux, allant plus vite que tout le monde, comme s'il voulait fuir quelque chose. Des années plus tard, lorsque Cecilia racontera sa version, « Je ne fuyais pas l'homme, je fuyais la fonction », Roselyne Bachelot sera l'une des rares à ne pas la condamner. Mais dans sa voix, une nuance persiste, une phrase qui claque comme un verdict. Ce n'est pas le départ qui l'a blessé, c'est l'abandon qu'il a ressenti. Derrière la façade du pouvoir, ce n'était plus une histoire politique, mais une tragédie humaine. Deux êtres enfermés dans un palais doré, deux cœurs déchirés par la lumière crue de la fonction suprême, et au bout du compte, une vérité qui dérange, le pouvoir, plus encore que le temps, finit toujours par briser ceux qui le portent. Juger un homme sans comprendre les blessures du pouvoir, c'est trop facile. La phrase de Roselyne Bachelot tombe comme un couperet au détour d'une page de 682 jours. Ce n'est plus la ministre, ni la chroniqueuse qu'on entend, c'est une femme qui a vu, de l'intérieur, la mécanique du pouvoir broyer les âmes. Sa voix, à la fois posée et tremblante,
résonne comme une confession tardive. Elle dit avoir longtemps hésité avant d'écrire. « Il m'a fallu 16 ans pour parler », admet-elle, parce qu'à l'époque, le silence était la seule manière de survivre. Roselyne Bachelot ne cherche pas à blanchir Nicolas Sarkozy. Elle ne nie ni son tempérament volcanique, ni ses excès, ni sa brutalité politique. Mais elle refuse qu'on réduise cet homme à une caricature. J'ai vu un président épuisé, mais profondément humain. Dans sa bouche, chaque mot semble peser, retenu par une pudeur rare. Elle se souvient d'un soir, après une réunion tendue, où il lui aurait confié à mi-voix « Tu sais, on ne gouverne jamais seul, mais on finit toujours seul. » De son côté, Cécilia Attias, installée à New York, n'a jamais renié sa décision. Lorsqu'elle prend enfin la parole, des années plus tard, son ton n'a rien d'accusateur. C'est celui d'une femme qui a survécu à une cage dorée. « Je n'ai pas fui un mari. J'ai fui un rôle. » Elle décrit avec une précision presque clinique la suffocation quotidienne, les dîners officiels, les regards pesants, les apparences qu'il fallait sauver. Chaque mot devenait politique. Même un sourire pouvait être interprété. J'étais un personnage. Sa voix tremble, mais ne vacille pas. Elle sait que ces mots vont raviver les plaies, mais elle les assume. Elle parle d'une France qui exigeait d'elle d'être à la fois épouse modèle et femme moderne, sans comprendre qu'aucun cœur ne peut supporter ce double rôle. « Je voulais juste respirer », dit-elle simplement. Et dans cette simplicité, tout est dit, le refus, la révolte, la peur aussi. Entre ces deux femmes, l'une témoin, l'autre actrice, se dessine une vérité complexe. Roselyne, dans un souffle, lâche. On a beaucoup parlé du divorce de Sarkozy, mais personne n'a voulu voir la douleur derrière le protocole. Elle se souvient du regard du président, vide, presque absent, quelques heures après l'annonce. Il n'était plus dans le présent, il flottait ailleurs. Ce qu'elle a observé, elle le décrit comme une implosion silencieuse. Un pouvoir qui isole, un amour qui s'effondre sous le poids des caméras, et deux êtres qui ne savent plus comment se parler. Elle avoue avoir pleuré, seule, dans son bureau du ministère. « J'ai compris ce jour-là que l'Élysée n'est pas un palais, c'est une forteresse. » Ces mots sonnent comme une mise en garde, presque une supplique adressée à ceux qui croient encore que le pouvoir protège. Il ne protège pas. Il dévore. Dans cette confession partagée, entre l'amertume de l'une et la lucidité de l'autre, se dévoile la face cachée d'une tragédie d'État. Pas celle d'un scandale, mais celle d'un amour brisé par l'exercice même du pouvoir. Et derrière chaque silence, chaque phrase coupée perce la même douleur, celle d'avoir trop donné à la France et pas assez à soi-même. Et puis, le livre sort. En quelques heures, l'onde de choc traverse Paris, puis tout le pays. Les plateaux télé s'enflamment, les unes des journaux s'arrachent la moindre phrase de Roselyne Bachelot. Sur les réseaux, le tumulte devient assourdissant. Le hashtag « Bachelot défend Sarkozy » grimpe en tête des tendances. Certains saluent enfin le courage de dire la vérité, d'autres dénoncent une opération de réhabilitation politique déguisée. Les commentaires s'entrechoquent, les avis s'opposent. Sous les posts des grands médias, les internautes se divisent en deux camps irréconciliables. Elle dit tout haut ce que beaucoup savaient déjà. Sarkozy n'était pas un monstre, juste un homme broyé par sa fonction. Roselyne cherche à vendre du papier, point. Larmoyer sur le sort d'un président, c'est indécent. La tempête médiatique enfle. Les talk-shows de soirée font défiler les chroniqueurs, anciens conseillers, communicants, biographes. Chacun prétend détenir la vraie version de cette rupture présidentielle. On analyse les silences, les regards, on dissèque les mots de Bachelot, ligne par ligne,
un chroniqueur lance sur un ton dramatique « Ce n'est pas un livre, c'est une déflagration dans la mémoire politique française. » Dans les rédactions, on exhume d'anciennes archives les images du couple à Orange, le visage fermé de Cécilia lors des dîners d'État, les sourires de forcés dans les voyages officiels. Les télés rejouent les séquences au ralenti, comme s'il s'agissait d'un film à suspense. Les gros titres rivalisent d'intensité. Bachelot brise l'omerta de l'Élysée. Le vrai drame de Sarkozy révélé. Cécilia répondra-t-elle? Pendant ce temps, Cécilia Attias, depuis New York, sort de son silence à travers un communiqué bref mais cinglant. « J'ai tourné la page depuis longtemps. Ce que d'autres cherchant encore à ressasser leur appartient, pas à moi. » Ce message d'à peine 3 lignes suffit à relancer la controverse. Les chaînes d'infos diffusent le communiqué en boucle. Les commentateurs spéculent, froid méprisant ou douleur refoulée. La tension monte d'un cran lorsque plusieurs proches de Nicolas Sarkozy sortent de l'ombre pour réagir anonymement. L'un d'eux confie à un journaliste du Figaro « Roselyne dit la vérité. Ce qu'elle décrit, on l'a tous vu, mais personne n'avait le droit d'en parler. » Le débat glisse alors du terrain privé à celui du pouvoir lui-même. Des éditorialistes s'interrogent. Le pouvoir en France est-il compatible avec la vie de couple? Peut-on aimer sous la lumière crue de la République? Les réseaux s'enflamment de plus belle. Des vidéos montées en accéléré, mêlant extraits du livre, images d'archives et musique dramatique, atteignent des millions de vues sur TikTok et YouTube. Sous les commentaires, la France se déchire entre compassion et cynisme. Bachelot humanise Sarkozy, et c'est bien. Non, elle le transforme en martyr, c'est grotesque. Cécilia a bien fait de fuir ce cirque. Dans cette cacophonie, une vérité émerge. La fracture ne concerne plus seulement un couple, mais un pays entier fasciné par ses propres blessures. Roselyne Bachelot, invitée sur France 2, garde son calme. Face aux accusations, elle répond d'une voix ferme « Ce n'est pas un règlement de compte, c'est un témoignage. Parce qu'au sommet du pouvoir, les cœurs aussi se brisent. » La phrase, reprise partout, devient virale. En une soirée, le débat dépasse les frontières de la politique. On ne parle plus seulement de Sarkozy ou de Cécilia, mais du prix que coûte la gloire, du poids du regard public, de la solitude derrière les ors de la République. Et tandis que la polémique continue de gronder, une impression s'impose. La tempête ne s'éteindra pas de sitôt. Un silence de 16 ans vient d'exploser. Et c'est toute la France qui en ressent la déflagration. Mais derrière cette déferlante publique, quelque chose d'encore plus troublant commençait à circuler. Des confidences off, des notes internes, des fragments de conversation échappés du cercle restreint de l'Élysée. Rien d'officiel, tout d'autant plus fascinant. Selon plusieurs sources proches du palais à l'époque, certaines pages du manuscrit de Roselyne Bachelot auraient été censurées avant publication. Des passages trop sensibles, mentionnant des scènes que l'entourage présidentiel aurait préféré voir disparaître à jamais. Un conseiller, sous couvert d'anonymat, confie à un journaliste du Point « Il y a eu des échanges très durs, des nuits où le président n'était plus lui-même, des phrases qu'aucun communiqué ne pouvait contenir. » Selon lui, une version initiale du livre décrivait un épisode précis, une nuit d'été en 2007, où Cécilia aurait quitté l'Élysée sans prévenir après une dispute violente à huis clos. Elle a claqué la porte, raconte la source. Il l'a suivie dans la cour, pieds nus, en chemise. Aucun mot, juste le bruit des talons qui s'éloignaient. Ces lignes, jamais publiées, auraient été supprimées à la demande de l'éditeur, pour des raisons de dignité. Mais l'histoire, murmurée dans les couloirs des rédactions, alimente les fantasmes.
les journalistes d'investigation s'y engouffrent. Certains parviennent à mettre la main sur des copies de correspondances échangées entre les deux anciens époux après la séparation. Des lettres que personne n'avait jamais vues, pleines de pudeur, de regrets et d'amertume. L'une d'elles, attribuée à Nicolas Sarkozy, aurait contenu cette phrase : « J'ai gouverné un pays, mais je n'ai pas su garder une main. » Limi, personne ne confirme, personne ne dément. Le mystère s'épaissit. Sur les plateaux, les visages se ferment. Bachelot, interrogé en direct sur la possible existence de ces passages coupés, esquisse un léger sourire. Ce que j'ai retiré, je ne l'ai pas effacé de ma mémoire. Une réponse qui jette de l'huile sur le feu. Les commentateurs s'enflamment. Que cache-t-elle encore ? Quel secret reste enfoui derrière les murs dorés du palais présidentiel ? Un journaliste de France. Télévision affirme alors avoir consulté un document interne du ministère de la Culture daté de juillet 2007, où Bachelot signalait une atmosphère de tension inhabituelle à l'Élysée. La note n'avait jamais été rendue publique. Un autre détail refait surface. Un rapport de sécurité interne mentionnant une sortie non planifiée de la première dame dans la nuit du 12 juillet. Aucun motif n'était précisé. Ces coïncidences deviennent le carburant d'une obsession nationale. Dans les forums et les émissions d'enquête, on parle désormais de « la nuit blanche de l'Élysée ». Était-ce cette nuit-là que tout s'était effondré ? Roselyne Bachelot, encore une fois, refuse de confirmer. Mais elle laisse échapper une phrase qui glace le plateau. Certains silences en disent gueule plus que les aveux. À partir de là, le ton change. Ce n'est plus une simple controverse médiatique. C'est une plongée dans les entrailles du pouvoir, là où se croisent amour, devoir et secret d'État. Des rumeurs parlent d'un journal personnel que Cécilia aurait tenu pendant les mois précédant la rupture, un carnet dont l'existence aurait été protégée par respect, selon ses proches. D'autres évoquent des enregistrements confidentiels de réunions où le président, abattu, aurait confié à ses conseillers « L'homme a disparu derrière la fonction ». Aucune preuve irréfutable, seulement des fragments, des voix étouffées. Mais l'ensemble compose une toile sombre, fascinante, où l'on devine la vérité entre les lignes. Et plus les révélations affluent, plus le mystère grandit. Ce qui devait être un simple témoignage se transforme en enquête nationale sur la face cachée du pouvoir. Une vérité que tous pressentent, mais que personne n'ose encore nommer. Et puis, tout bascule. Une fuite, cette fois incontestable, éclate dans la presse du matin. Un extrait inédit du manuscrit original de 682 jours apparaît, publié par un média étranger avant d'être repris partout. Les mots sont brûlants, tranchants, impossibles à ignorer. Cette nuit-là, j'ai vu un président tomber. Non pas politiquement, mais humainement. Les yeux rouges, la voix brisée, il ne parlait plus de la France, il parlait d'elle. Il disait seulement « Elle ne reviendra pas ». Le pays se fige. En quelques lignes, l'image du chef d'État invincible s'effondre. Les caméras se ruent devant le domicile parisien de Roselyne Bachelot, les flashs éclatent dans la nuit. À l'Élysée, les anciens collaborateurs s'appellent, bouleversés. Ce passage, resté secret pendant 16 ans, dévoile le moment exact où le pouvoir s'est mué en solitude absolue. Dans le livre original, il est écrit qu'après cette nuit, Nicolas Sarkozy aurait donné un ordre simple, qu'on n'en parle plus jamais. Puis, il aurait quitté la pièce, seul, les yeux noyés. Une larme, unique, aurait glissé sur sa joue avant qu'il ne reprenne son visage de fer devant le pays. Cette scène, décrite avec une précision presque cinématographique, fait l'effet d'un uppercut.
Sur les réseaux, les réactions pleuvent. Certains s'inclinent devant la vulnérabilité d'un homme d'État, d'autres hurlent à la mise en scène émotionnelle. Mais qu'importe, quelque chose vient de se briser. Pour la première fois, la France découvre le prix intime du pouvoir. Un cœur dévasté sous l'armure républicaine. Et dans cette vérité nue, sans protocole ni artifice, il ne reste plus rien à cacher. Seulement un homme, debout dans la lumière crue de l'Élysée, entouré de silence et de larmes. Un président déchu de son invincibilité, mais redevenu humain. Le tumulte s'apaise peu à peu. Après la tempête des révélations, ne demeure qu'un silence lourd, presque sacré. Dans ce vacarme médiatique, une vérité s'impose, nue, implacable. Au sommet du pouvoir, il n'y a ni héros ni bourreau, seulement des êtres humains qui vacillent. Le livre de Roselyne Bachelot, Au-delà du scandale, devient un miroir tendu à la France entière. Ce qu'il raconte, ce n'est pas seulement la chute d'un couple, mais l'érosion lente de tout ce que la gloire dévore, le temps, la tendresse, la simplicité d'aimer. Les images du passé reviennent comme des échos. Les mains qui se frôlaient lors des dîners d'État, les sourires d'oc forcés, les silences trop longs. Tout cela, balayé par la cadence du pouvoir, par la course sans fin vers la perfection. La politique, la réussite, les projecteurs, tout cela a un prix. Et ce prix, c'est souvent la solitude. Cécilia, partie loin, aura retrouvé l'air qu'elle cherchait. Sarkozy, lui, aura appris que régner ne guérit rien. Quant à Roselyne Bachelot, sa voix résonne comme une leçon d'humanité. Derrière les dorures de la République, les cœurs battent, se brisent et saignent comme les autres. Au fond, cette histoire n'appartient pas qu'à eux. Elle parle à chacun de nous. De ce que l'on sacrifie pour paraître fort, de ce que l'on perd en poursuivant l'admiration des autres. Car le temps finit toujours par reprendre ce que la gloire a volé. Alors que les projecteurs s'éteignent, une question demeure, suspendue. À quoi sert le pouvoir si l'on en oublie d'aimer? Et c'est peut-être là, dans cette brèche ouverte entre le devoir et le cœur, que naît la vraie émotion. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Abonnez-vous pour continuer à découvrir ces vérités cachées derrière les visages publics.